Ok. Ok, est-ce que ça fonctionne correctement? Correctement. Correctement. Stop. Ok, est-ce que ça fonctionne correctement? Est-ce que je peux parler? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que ça fonctionne correctement? Est-ce que je peux parler? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que ça fonctionne correctement? Est-ce que je peux parler? Est-ce qu'on m'entend? Il y a un décalage très léger, Décalage très léger de une seconde ou deux, de une d'une seconde ou seconde ou deux. deux. Ok, très bien, ça va. Donc, je je vais faire un petit test. Donc, normalement, ça enregistre. Euh, donc là, je suis sur le compte Nathanael Advisio. Hein, c'est ça. Nathanael Advisio. J'envoie je filme avec une caméra, une webcam. C'est une. Bon, on s'en fout, c'est la webcam que j'ai. Voilà, webcam. On s'en fout. Et je suis sur le PC fixe et j'envoie du stream depuis OBS. Et j'envoie donc sur Twitch. Et je suis dans mon atelier. Nous sommes le 27/11/2023, il est 16h, 16h16 d'après le PC, mais oui, c'est ça. Non, 13h, 13h16. Cette vidéo donc est diffusée sur Twitch et elle est aussi enregistrée en fichier vidéo sur le disque dur. Et l'idée, c'est de pouvoir l'envoyer directement sur YouTube aussi. Je vais essayer de ne pas me voir parce que c'est un peu ennuyeux. Je vais me mettre en petit là. Voilà, c'est bien. Je vais faire ça super. Voilà, ça me met en petit. J'ai accès aussi quelque part à l'écran où je vois à peu près ce qui se passe. Test, est-ce que ça va au niveau du son de la voix? Qu'est-ce qui se passe? Non, pourquoi j'ai pas de son? Pourquoi j'ai pas de son? Test au niveau de la voix, est-ce que ça va au niveau de la voix? Test au niveau de la voix, est-ce que ça va au niveau de la voix? Ok, c'est bien. Ok. Donc je continue. Donc voilà, je voulais juste faire une petite intervention qui, j'espère, va pas être très très longue. Enfin, c'est pas très important parce que j'aimerais aussi préparer des trucs là, faire des courses, etc. Faire quelques trucs. Un peu de ménage, etc. Mais j'aimerais noter quelques points un peu pour avoir comme une sorte de note d'intention, au sens un peu artistique du terme, même si c'est un petit peu ennuyeux de faire des notes d'intention, mais c'est toujours intéressant d'avoir une mémoire, de savoir à peu près voilà, où est-ce que je vais, qu'est-ce qui se passe, etc. Bon. J'ai l'impression que là j'ai besoin de commencer quelque chose. Il y a quelque chose qui a du mal à commencer et que je veux commencer quelque chose. Et voilà, donc les choses ont déjà commencé depuis longtemps. Ça fait un moment que j'essaye de commencer des choses sur Twitch et en même temps, bon, voilà, la dernière fois, on avait fait des Twitch avec une amie par exemple parce qu'en effet il y avait besoin de le faire en collectivité. En même temps, je me rendais compte que c'était assez compliqué parce que ça demandait toujours de se voir, du matériel, ça demandait un espèce d'investissement qui était un peu compliqué aussi. Et je me dis, bon, comment je peux utiliser Twitch à l'échelle individuelle? Comment ça peut être un outil de publication? Voilà, donc c'est utiliser quelque part les GAFAM un petit peu dans ce qu'ils peuvent proposer. Aussi parce que j'ai pas trop le choix, dans le sens où j'ai l'impression on peut essayer d'en faire quelque chose. Alors, le problème que j'avais avec Twitch et YouTube, c'est que dans une lecture un peu classiquement marxiste, il y avait un problème qui était lié à la capture des moyens de production. Ça veut dire que Twitch, YouTube, c'est des moyens de production, c'est des espaces, une sorte d'usine un petit peu. Et puis, dès le moment où je suis sur Twitch ou sur YouTube, eh bien, mon image est capturée, ma parole est capturée, et c'est un espace qui va générer de la valeur à partir de ça. Donc, il y a une sorte de capture de la plus-value.
Et moi, je me suis dit, bah, il faut quelque part éviter cette capture de la plus-value. Donc, il faut soit faire nos propres espaces nos propres espaces de diffusion, de publication de vidéos, etc. Donc, être dans l'autogestion totale, si on veut. Soit quelque part refuser cet espace-là et faire des choses ailleurs. Bon, le problème, c'est que c'est qu'on est toujours un petit peu. Enfin, c'est peut-être que ce fonctionnement-là, peut-être que cette critique de la plus-value fonctionne pas parce que si je refuse totalement l'informatique, eh bien, je suis un peu tout seul dans mon coin et en fait, alors on pourrait dire, bah, je peux faire de l'art, je peux faire du dessin, je peux faire de l'écrit par exemple, mais c'est utiliser un autre outil qui va être l'espace d'exposition pour le dessin, ça va être l'espace de publication et d'édition pour l'écrit et qui est aussi capturé par des logiques capitalistes, etc. d'autres niveaux. Donc en fait, oui d'accord, c'est le capitalisme, les GAFAM, mais c'est aussi le capitalisme, l'espace de l'exposition, c'est aussi le capitalisme, l'espace de l'édition. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas s'y passer des choses intéressantes. Mais c'est pareil pour Twitch et c'est pareil pour YouTube en fait. C'est-à-dire que ce sont des espaces de publication et qui sont pas enfin, c'est un espace qui est complexe et qui est pas structurellement capitaliste au sens où tout y serait, mais au sens où le capitalisme est un système contradictoire dans lequel on peut prendre des choses aussi et qui sont utilisables. Et de la même manière, bon, quand je fais le ménage chez moi, c'est aussi une manière de valoriser mon appartement et donc de valoriser quelque part un espace. Donc c'est aussi une démarche capitaliste d'un profit si on veut. Tout est capitaliste à ce niveau-là. Bon. Donc bref, il y avait pour moi une espèce de blocage et un problème qui se posait au niveau de ces espaces-là. Mais cela dit, ça ne veut pas dire qu'il faille évacuer cette question. Pour moi, la question de la structure et de la technique m'oblige quelque part à travailler cette question autrement. De se dire, bon d'accord, je suis quelque part obligé d'être un petit peu une sorte de prolo, de travailleur numérique, fais partie du cognitariat, hein, je reprends ici les termes c'est pas forcément Yves Citon, mais c'est autour de la revue Multitude que ces questions se posent, autour de Yann Moulier-Boutan, etc. Je pense aussi à Bernard Stiegler aussi beaucoup. En ce moment, je réécoute un petit peu sa pensée, c'est toujours très, très riche. Et en même temps, c'est pas ça qu'il dit. Voilà, il dit pas qu'il faut refuser en bloc le système industriel, c'est un peu débile. Il faut au contraire le réinvestir. J'ai l'impression quand Bernard Stiegler parle de... Hier, j'ai écouté une conférence du coup de Ars Industrialis, et il disait voilà, bon, l'Europe a failli un petit peu, est devenue un espace de grand marché, et en fait, c'est un peu dangereux parce qu'il y a une sorte d'effondrement des bases de ce qui fait l'Occident, et donc on risque un démantèlement, une espèce de dissolution quelque part de ce qui jusque-là tenait, faisait lien, qui était lié aux inventions des Grecs, la géométrie, etc. Enfin, je vais aller un peu vite parce que je ne sais pas trop bien de quoi je parle non plus, mais comme si quelque part il y avait une sorte de structure épistémique, épistémologique et épistémique. Enfin, c'est la même chose, pareil, je réfléchis pas, c'est ce que je dis là, mais il y avait une sorte de structure voilà, qui constitue quelque part un être ensemble, une manière d'être ensemble, et que par justement le savoir, par le théâtre, par des manières de faire communauté, et que ces manières de faire communauté ne tiennent plus, en fait, il y a une espèce de... Alors, j'ai l'impression que c'est plus ou moins lié aux banques ou au système économique, comme il semble le préciser un petit peu, mais il y a un truc qui se disloque, quelque part, et qui devient un peu dangereux, et c'est ça qui crée les montées fascistes, quoi. Moi, c'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup, parce qu'en effet, je suis inquiété par ces montées fascistes, etc. Mais en même temps, j'ai l'impression que, depuis ma position, qui n'est pas une position... Enfin, peut-être aussi que c'est parce que j'ai pas envie, parce que peut-être je me sens beaucoup plus anarchiste, quelque part, que marxiste, ou peut-être plus pessimiste aussi. Mais j'ai l'impression que, voilà, moi, j'ai 30 ans, je suis dans une petite ville un peu de province, on va dire. Bon, je sais pas ce que c'est toujours un peu un terme toujours un peu gênant, dire ville de province. J'ai l'impression quelque part que je travaille beaucoup, que je fais ce qu'il faut pour essayer de développer un système de pensée, etc. Et en fait, et pourtant je suis toujours aussi pauvre, et voilà. Et en fait, j'ai l'impression quelque part que je suis pris dans cette jeunesse du chômage que décrit Bernard Stiegler, quoi. Ça veut dire que je me suis un peu habitué au chômage, habitué à une précarité, qui n'est pas d'ailleurs forcément enfin, c'est un problème, évidemment, c'est un problème au sens premier du terme problème, ça pose problème, bon. Mais en même temps, cette précarité, elle est chiante parce qu'évidemment, il y a la question de la pauvreté qui se joue, un sentiment de déclassement, etc. Bon. Mais en même temps, il y a aussi une forme de liberté qui s'y joue. Une liberté, il y a une manière, dans cette exclusion, il y a une liberté.
Et ça m'intéresse de travailler, depuis cette exclusion, en fait. Donc là où j'ai l'impression que Bernard Stiegler propose un truc du style, bah voilà, il faut lui, il va beaucoup aller dans les industries, il va aller, comment dire, organiser une lutte, même une lutte politique, ou en tout cas une gauche qui va essayer on va dire, de prendre, de reconfigurer les structures sociales. Et en ce sens-là, j'y vois un truc un peu marxiste, un petit peu proche de Lordon aussi, etc. Quelque chose qui vise quelque part à structurer les choses au niveau de l'État, en fait, hein, voilà. Moi, je me rends compte que ça m'ennuierait un peu, parce que j'y vois quelque chose de très ennuyant, en fait. Ça veut dire que peut-être que c'est une manière de sauver le système, si on veut, mais peut-être aussi que le système, on peut aussi laisser s'effondrer. Et il y a une autre conception pour moi, qui vient plutôt du comité invisible et de Agamben, qui est de dire... peut-être que l'institution, dans sa structure même, il faut la laisser s'effondrer. Ou plutôt, il faut quelque part chercher quelque chose qui se situerait ailleurs. Peut-être quelque part que le salut, on va dire, ou la solution, elle n'est pas dans le fait de sauver la structure, mais elle est le fait de pouvoir s'en échapper, d'aller plus loin. Et il ne s'agit pas forcément d'aller dans un appel à l'insurrection et dans un appel à détruire les structures. Peut-être que les structures, elles s'effondrent, mais elles sont toujours un peu là, ou peut-être qu'il y a des gens aussi qui peuvent essayer de les reformer de l'intérieur, etc. Bon, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi quelque chose qui est à faire dans le fait de sortir, quoi. D'être dans une sortie. Bon, alors, dans le comité invisible, quoi, j'ai l'impression que les figures, ça va être la ZAD, ça va être... Mais il y a aussi un peu la question de... Là, je mélange un peu beaucoup, mais hier, j'ai écouté une conférence, une interview de... J'ai plus leur nom, mais c'était super intéressant. Du lien entre psychanalyse et politique sur lundi soir. Des gens qui travaillent sur la sororité, quoi, qui font une sorte de psychanalyse collective, quoi. Et c'est pareil, en fait, j'ai l'impression que, quelque part, que Ars Industrialis, c'est quand même beaucoup d'hommes qui parlent. C'est... j'ai eu que des hommes, je crois. Je sais pas trop, mais en tout cas, dans les conférences que j'avais hier, 3-4 hommes qui parlaient, c'était que des hommes, du coup. Et en fait, j'ai l'impression que c'est aussi une conception du pouvoir qui est toujours une conception masculine, hein, qui est de dire, voilà, le pouvoir, c'est la structure qu'il a. Le pouvoir, c'est les institutions, Et en fait, j'ai l'impression qu'en fait, non, ce pouvoir-là, il est un peu limitant, en fait. On est toujours en train de se battre pour avoir accès à ce pouvoir, mais en fait, il est très ennuyeux et c'est peut-être bête de penser que c'est là que ça se passe, quoi. Et alors, je pourrais aussi lire Scum Manifesto, je l'avais déjà lu avant, mais il faudrait que je le relise un peu, parce qu'il semble que dans cette conférence, c'est pas une conférence, mais c'est cette interview, plutôt, c'est une interview, du coup, de ces gens qui ont écrit ce livre sur psychanalyse et féminisme. Il disait que, voilà, déjà que la question du symptôme, c'est quelque chose qu'on trouve chez Marx, à travers la question de la grève générale, et que chez Scum Manifesto, il y a l'idée que les hommes, c'est les sous-femmes, en fait. C'est qu'en fait, les gens qui ont le pouvoir, en fait, c'est les femmes, dans un sens. Mais il y a une forme d'inversion. C'est une forme de... Elles ont le pouvoir, mais c'est un pouvoir un peu inversé, et c'est depuis cette inversion qu'il y a une forme de pouvoir. Et moi, je sais pas si je suis un peu d'accord, mais je ressens quelque chose comme ça aussi. Il y a en effet une conception, on va dire, la conception consciente, on va dire classique du monde un peu... la conception classique du monde qu'on a, c'est voilà, les hommes ont le pouvoir parce qu'ils imposent un pouvoir et il y a une forme de domination des hommes. D'accord, ok, bon. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on peut inverser la perspective du pouvoir. Qu'on peut se dire, en fait, ces hommes qui semblent avoir le pouvoir, en fait, ils sont complètement à notre service. Et, moi je me mets nous ici dans la catégorie des gens supposés dominés, du coup. Je fais un choix de camp, si on veut. Et c'est comme pour moi comme un peu dans le BDSM. C'est-à-dire que dans le BDSM, il y a cette inversion qui est possible. C'est-à-dire qu'une situation qui pourrait être vue comme une situation d'agression, en fait, elle est inversée. C'est le masochiste qui a le pouvoir, parce que c'est lui qui peut à tout moment arrêter la relation. En fait, c'est lui qui fixe quelque part la limite de la relation, et c'est lui quelque part qui demande quelque part au dominant de jouer le rôle du dominant. Et j'ai l'impression qu'en fait, ce qu'on appelle domination, c'est cette situation où en fait, on fait croire que c'est les gens qui sont dominants qui ont le pouvoir. Mais on leur donne du pouvoir, et à tout moment on peut l'enlever. C'est ce que semble un peu peut-être décrire la Boétie, quoi. Il y a un côté comme ça. Finalement, on leur donne du pouvoir, mais on l'a oublié. Et la question, c'est pourquoi on a oublié qu'on leur a donné du pouvoir. En fait, c'est bête, parce qu'on se fait nous-mêmes avoir, quoi. C'est comme si on donne du pouvoir à des gens, alors qu'en fait, c'est nous-mêmes, ça vient de nous-mêmes, quoi, du coup. Donc là-dedans, il y aurait l'idée qu'il ne s'agit pas de prendre le pouvoir
mais d'arrêter de se faire piquer son pouvoir. Alors du coup, c'est un petit peu cette question aussi qui se joue dans la plus-value. La plus-value, ce serait pas une manière de on se fait piquer du pouvoir, mais peut-être pas. Peut-être quelque part qu'en effet, la question serait même pas. Il ne s'agit pas forcément de refuser quelque part du coup les GAFAM, mais du coup de le détourner, de se dire comment les GAFAM, on a l'impression quelque part qu'on est à leur service, qu'on bosse pour eux, qu'on leur donne de la thune, enfin quelque part c'est une manière de faire. Mais à vrai dire, on pourrait se dire non, c'est eux qui sont à notre service. Et c'est comme ça qu'ils disent aussi, voilà, nous sommes là. En fait, c'est les prendre au mot, quelque part, littéralement, c'est-à-dire que voilà, que les GAFAM sont à notre service. Voilà, mais en fait, c'est comment trouver quelque part dans le sens, comment en réactivant quelque part un sens aux choses et en une direction aux choses, faire en sorte qu'on n'est plus quelque part dominé par la technique, dominé par la domination ou par ce qu'on voit comme des grands systèmes, comme le capitalisme, comme le féminisme, le patriarcat, etc. Et comment inverser la question. Voilà. Donc il y a ici une forme un petit peu psychanalytique. On pourrait dire que ce que j'essaie de faire, c'est de penser une forme de psychanalyse à travers la technique, de voir comment la technique, qui peut être vécue comme une forme d'oppression, comme d'oppression en effet, qui par exemple produit le FN dans le cadre de la télévision. Je reprends ici, c'est ce que décrit d'ailleurs Mélenchon, par exemple, j'ai envoyé une vidéo là de lui aussi, mais bon, c'est ce que décrit beaucoup mieux, je trouve, c'était Bernard Stiegler. Voilà, qu'en fait, il y a ici une espèce d'objet technique qui est fondé de cette manière, mais ça peut être lié à la forme technique, mais ça peut être lié aussi à l'usage. Voilà. Donc il s'agit un petit peu de relancer pour moi quelque part, de remélanger un petit peu ces notions qui viennent d'Agam Ben, de Bernard Stiegler. Je pense aussi à Stephen Wright aussi, qui travaille ces questions dans le champ de l'esthétique. De voir comment, en fait, on pourrait investir, et quand je dis on, c'est moi, comment moi je peux investir, mais aussi comment d'autres gens en fait, aussi comment collectivement aussi on pourrait investir aussi, mais c'est pas à moi d'organiser ça, c'est à chaque. Pour moi c'est presque une logique un petit peu de l'anarchisme individualiste. Hein. Je reprends ici la figure de Duchamp. Ce que j'aime beaucoup par exemple, c'est que chez Duchamp, c'est qu'il semble qu'il y ait chez Duchamp une manière d'investir la question de la grève et la question du mouvement ouvrier, mais sur un plan individuel. Il y a l'idée que individuellement et à travers la figure de l'artiste, on peut penser la question du mouvement ouvrier. On peut penser la question de la grève et de quelque part le fait de défaire ce rapport qui est un peu traumatique, qui est lié au travail. C'est comme si le travail était une sorte d'oppression, le travail était une sorte de traumatisme transpersonnel, si on veut, qu'on pourrait régler. Et j'ai l'impression qu'il essaie de... On peut le dire comme ça, il travaille un peu cette question à travers le refus du travail. Refuser le travail, c'est faire la grève, et c'est quelque part refuser quelque chose qui serait traumatique. Hein, c'est comme si le travail serait traumatique en fait, on est traumatisé par le travail. Hein, et quand je parle de travail, je parle d'emploi en fait. Donc quelque part, libérer le travail de l'emploi, c'est quelque part se libérer du traumatisme, se libérer quelque part de l'agression, de l'agression de classe, hein, et de la séparation de classe dans le corps social que constitue que constitue le capitalisme en fait. Si le capitalisme c'est quelque part la division du corps social en classes, en deux classes en particulier, on va dire bourgeoisie, prolétariat, mais qui est comme sur un spectre, comme un système polaire comme ça, dont l'argent et la différence d'argent et la comment dire, la signification, le symptôme aussi quelque part. Bon, eh bien, penser la question communiste, c'est penser l'idée d'une forme de guérison, de soin quelque part, de se dire comment soigner ce corps social qui est divisé, hein, entre riches et pauvres si on veut, et comment le soigner. Eh bien, il s'agit quelque part de sublimer ce trauma, en fait, voilà, de remonter un peu à l'origine du trauma, de le sublimer. Et donc ici, ce que je pose ici, c'est un projet politique, hein, c'est un projet politique qui serait celui du communisme, par exemple, mais qui agirait à travers une sorte de sublimation du trauma, en fait, et ces traumas seraient le capitalisme, mais aussi le patriarcat, le colonialisme, etc., qui constitueraient un ensemble d'oppressions. Alors, donc il s'agit de repenser la question de la psychanalyse, quelque part ici, appliquée sur la question de la domination en général, un petit peu. Voilà. Et en même temps, peut-être qu'il ne s'agit pas non plus de généraliser ça complètement, mais je trouve que ils en parlent très bien, je trouve, dans ce terme de psychanalyse et politique, et féminisme, quoi. Et voilà, donc pour moi, il s'agit de réhabiliter, de repenser aussi, de faire un travail là-dessus, soit du côté de Bernard Stiegler, peut-être du côté de Guattari Deleuze, sur ces questions-là, de penser comment ça se lie avec la question de l'art conceptuel.
Je pense donc toutes ces questions moi j'ai envie de retravailler ces questions d'avant-garde qui se situent du côté de Duchamp, de Isidore Izou, de Debord, de tous ces mouvements-là en fait, du punk, de toute cette manière quelque part parce qu'il n'y a pas d'opposition pour moi entre la question esthétique et la question politique, en particulier dans le mouvement ouvrier. Il y a le mouvement ouvrier qui traverse le champ esthétique en fait. Et la question c'est voilà, et qui se fait à partir de Duchamp, mais pas que, enfin voilà, qui traverse tout ce champ-là. Et comment aujourd'hui le réhabiliter? C'est même pas réhabiliter, mais c'est le ramener, le repenser au travers des nouvelles technologies que sont l'informatique. L'intelligence artificielle aussi propose quelque chose de complètement différent. Et donc, comment quelque part retrouver les propositions qui sont faites par les situationnistes, par tous ces courants qui en sont pour moi plus ou moins la continuité aussi, le post-structuralisme, etc. Comment réhabiliter, enfin c'est pas réhabiliter parce que c'est déjà là, mais comment ça peut permettre de penser l'informatique, mais il ne s'agit pas simplement de le penser en écrivant des bouquins, il s'agit de le penser justement à travers la technique même, ça veut dire sur Twitch, quoi. Voilà, comment sur Twitch ou sur d'autres choses, mais aujourd'hui, voilà, Twitch, YouTube ont une audience assez large. Autour de moi, j'ai des amis qui lisent des livres et encore, pas tout le monde, lisent des livres au sens, enfin, lire des livres, je veux dire des livres de philo par exemple, ou quoi, ou même des livres de fiction aussi, mais le livre est pas forcément quelque chose de très démocratisé, en particulier dans les classes populaires, notamment je pense que c'est lié au fait qu'on agresse les gens avec le livre en leur forçant à lire des livres bourgeois, etc. Mais alors qu'en fait avec l'informatique il se passe autre chose, quoi. Et c'est vrai que par exemple, la question du livre, c'est vrai que c'est marrant ça, parce qu'en école, à l'école on nous demande de lire, je sais pas, du Rabelais, du machin. Là je regardais une vidéo hier sur un donc c'est François Bon qui intervient, il intervient dans un lycée et c'est le lycée que j'ai fait. Et donc je reconnaissais du coup le lycée, quoi, dans lequel j'étais. Et en même temps, c'est le lycée Rabelais et ça parle de Rabelais. Et puis bon, voilà, il est content parce qu'il dit que il donne beaucoup de compliments aux élèves, etc. Et puis moi, je me mettais à la place des élèves, des lycéens, et je me disais, mais oh, qu'est-ce que je me ferais chier? Qu'est-ce que je me ferais chier quelque part de travailler des textes de Rabelais, quoi. Parce que François Bon a l'air quelque part de trouver que Rabelais a une verve, et c'est vrai qu'il y a une sorte de verbe, d'insulte, etc. Et peut-être que là-dedans, il y a quelque chose qui peut sembler un peu jeune ou quoi. Bon, mais en fait, c'est très vieillot, quoi. Enfin, ça me fait chier, en fait, de pas pouvoir, de toujours attacher à des anciennes figures et de pas pouvoir se réinventer soi-même, quoi. Et j'ai l'impression qu'en fait, moi je me dis, mais en cours de français, on ne devrait pas être simplement en train d'analyser des textes. On devrait aussi pouvoir les écrire, mais les écrire ne suffit pas. Parce qu'une fois qu'on écrit un texte, le texte, c'est pas simplement l'écriture du texte, c'est aussi... en fait, c'est vrai que c'est dingue quand j'y réfléchis, quoi. C'est aussi une question technique. Ça veut dire que le texte, on suppose qu'il n'y a que l'écriture du texte et la lecture, quoi. Mais en fait, le texte, c'est aussi écrire avec un stylo plume ou avec un marqueur, écrire sur différents papiers, sur différents supports, c'est imprimer le livre, fabriquer le livre, le distribuer. Et en fait, si quelque part on avait, chose qu'on fait plus en école d'art, mais si quelque part on avait en français quelque part des outils pour fabriquer soi-même ses propres livres, ça serait assez intéressant. On pourrait se dire, voilà, les livres, c'est pas simplement quelque chose qu'on doit acheter dans le commerce, c'est pas un truc quelque part qui fait partie d'un système économique et avec l'imprimerie et qui nous échappe, c'est quelque chose qu'on peut s'approprier nous-mêmes quelque part. Bon. Et j'ai l'impression qu'avec l'informatique, il se pose quelque chose d'un petit peu différent. Alors c'est vrai qu'on va pas fabriquer les ordinateurs, ça me semble plus compliqué, mais on peut apprendre un petit peu à programmer et on peut apprendre aussi à faire usage d'un espace d'expression comme les Twitch, YouTube ou quoi, parce qu'il ne s'agit pas simplement de voir des vidéos et de les critiquer, mais il s'agit aussi de pouvoir le jouer, quoi, de pouvoir les utiliser, en faire usage, voire en effet aller plus loin avec Peertube, etc. et même essayer de programmer soi-même ses propres trucs, quoi. Donc j'ai l'impression que pour moi il y a la continuité, c'est celle-là en fait, c'est la question de l'appropriation, comment s'approprier ces espaces. Bon, et chez Guy Debord il y a l'appropriation. C'est l'idée qu'il ne faut pas simplement s'approprier les usines, il faut aussi en faire usage. Il faut aussi en défaire l'usage et proposer d'autres usages, d'autres choses, quoi. Donc moi, à travers la question du coup de Twitch, de YouTube, etc., il y a les questions de quel usage on peut en faire, comment défaire l'usage, comment aller ailleurs. Et en fait, et je pense aussi du coup à, par exemple, Brian Massumi aussi, l'idée que il
y a donc un peu deux sphères, si on veut. On pourrait dire qu'il y a la sphère de la production, qui est la sphère économique monétaire d'un côté, du capital, on pourrait dire. Et puis de l'autre, il y a la sphère de la reproduction, qui est l'ensemble des flux de la vie quotidienne qui ne sont pas inscrits directement, en tout cas, dans la sphère monétaire. Ce qu'on peut appeler la sphère de la reproduction. Et ça, c'est la Belsche Kritik qui va en parler comme telle, et qui va dire qu'en fait, il y a un peu un doublon entre les deux, mais en fait, c'est la même chose, c'est la même continuité. Bon. Ce que j'apprécie, c'est qu'il y a chez Brian Massumi la possibilité que, en fait, dans ces deux sphères-là, en fait, quelque part, elles sont pas, c'est pas deux sphères comme ça, autonomes et comme poreuses l'une et l'autre, comme une sorte de dualité. Qui, selon la Belsche Kritik, reproduit la dualité de genre, d'ailleurs, ce qui est très intéressant. Mais il y a une possibilité, quelque part, d'en sortir. Il y a la possibilité d'ouvrir, quelque part, une extériorité, un dehors à ça. Un dehors qu'on ne connaît pas. Donc il y a une sorte de percée vers l'inconnu chez Brian Massumi. Et ce qu'il propose, quelque part, c'est de se dire, en fait, cette percée vers l'inconnu, enfin, comme je le comprends un peu, c'est une vie. Et en fait, il y a une vie qui est plus forte et qui dépasse la question purement monétaire. Donc l'espace monétaire, quelque part, constitue un espace finalement assez restreint et un peu étouffant, c'est vrai. Mais si on le refuse complètement, on manque d'argent, on peut être un peu embêté. Donc c'est comme un espace qui peut être utile, c'est comme un outil. Mais ce qui est très important, c'est d'augmenter la vie. C'est que la vie, quelque part, la vie quotidienne, la vie quelque part, voilà, dans son déploiement, et elle soit beaucoup plus intense et beaucoup plus rapide, si on veut. Elle est beaucoup plus elle produit sa propre plus-value de vie, et que cette plus-value-là, on peut quelque part en convertir une partie en monnaie temporairement pour avoir un peu d'argent, etc. Mais en fait, ce sera marginal, parce que de toute manière, notre vie sera tellement intense que l'argent ne sera qu'un truc un peu minimal. Et c'est vrai que moi, j'ai eu un peu ce truc-là de me dire, je voulais quelque part me couper complètement de la question monétaire, quelque part, mais peut-être que l'enjeu n'est pas de se couper de la question monétaire, parce que finalement c'est une sorte de rapport un peu traumatique aussi, de se dire non, je me coupe de ça parce que c'est l'angoisse et ça, mais de me dire au contraire, non, en fait il s'agit d'aller vite sur la question, enfin de quelque part d'être, il ne s'agit pas d'être disons, contre l'efficacité si on veut, ou contre l'économie, ou contre, dans une forme de décroissance quelque part, qui est presque un peu, qui peut parfois être dans une forme un peu de rapport un peu pathologique, un petit peu anorexique presque, de refuser de consommer, de refuser complètement, d'être dans une sorte de pauvreté, de précarité totalement justement malheureuse presque un petit peu, mais de se dire en fait que on peut échapper à la précarité, en fait c'est l'argent qui nous rend précaires quelque part. C'est l'économie qui nous rend précaires, mais l'économie est juste une sorte d'interface quelque part. Donc il ne s'agit pas d'attendre que ce soit l'économie qui nous rend riches, c'est nous-mêmes qui pouvons être riches quelque part en travaillant, en étant efficace quelque part dans son rapport à la vie, en trouvant quelque part une espèce de vitesse dans la vie elle-même, dans les affects, dans l'émotion, dans la puissance d'être en vie quelque part. Et ensuite quelque part l'économie elle s'adapte à ça quelque part, mais il ne s'agit pas de dominer l'économie presque un petit peu, d'avoir un rapport à l'économie, à l'argent dans lequel on le domine. Parce que l'économie, dans sa vie quotidienne, quelque part, on utilise de l'argent, c'est vrai, pour payer. On doit travailler parfois pour aussi payer des trucs ou quoi. Mais en fait, et le travail, c'est le problème. Pour moi, le problème, c'est le travail en tant que tel. C'est le travail, le trauma à régler. Mais justement, ce travail qui est le trauma à régler, en fait, c'est comme si le trauma, c'est le travail. Mais que le travail peut être réglé comme un trauma. Et que du coup, on peut quelque part dissoudre le travail dans la vie quotidienne, quelque part, pour comprendre que le travail n'est pas une sorte d'obligation, mais le travail est comme une sorte de contraction du trauma qui quelque part, peut être réglé presque psychanalytiquement. C'est-à-dire que le travail est l'outil par lequel on peut travailler le problème. C'est pas quelque chose qui nous est imposé comme une sorte d'obligation de l'extérieur. C'est pas quelque part une espèce il y a une sorte de péché presque, de truc de péché original quoi. Du coup c'est ça, c'est littéralement au sens chrétien quoi. C'est le travail, on doit travailler au sens un peu de Max Weber qui parle de ça, du désenchantement du monde. C'est protestant quoi. Il parle de quoi, je sais plus. L'éthique protestante du travail quoi. Et c'est ça, s'il y a une éthique protestante, c'est on doit travailler parce que c'est une obligation, parce que c'est Dieu qui le veut, et il y a une sorte de poids moral de culpabilité. Mais en fait, ce poids moral de culpabilité, c'est un espèce de poids qui est là, qu'on se transmet
en fait, dans l'héritage un petit peu, mais on peut travailler émotionnellement ce poids-là pour s'en défaire. En fait, on n'est pas obligé d'obéir à ça. C'est une sorte de règle, d'obligation morale, et que si quelque part on désobéit à ça, mais c'est une désobéissance qui n'est pas une désobéissance qui est simplement intellectuelle, c'est une désobéissance qui est aussi affective, quoi. Si on désobéit affectivement à ça, on n'est plus obligé de travailler, si on veut, c'est le travail, enfin en tout cas le travail prend une autre forme qui fait qu'il n'est plus un problème. Le terme de travail, c'est plus un emploi, c'est plus une soumission à un employeur, c'est pas ça prend une autre forme, peut-être que ça devient quelque part un travail libérateur, si on veut, un travail libéral peut-être, au sens où un travail qu'on assume, un travail qu'on aime faire, etc. Ça peut être ça si on veut, il ne s'agit pas de refuser le travail, c'est peut-être même pas possible d'ailleurs, hein, parce que bon, on travaille tout le temps, on est toujours en train de produire des choses, de la pensée, là je travaille, même si je ne suis pas payé. Bon. Mais peut-être que ça débloque peut-être un rapport à l'argent, qui fait que le travail n'est plus soumis à un rapport de dépendance et de peur, comme le décrit un peu Lordon, hein, de peur quelque part d'être à la rue, d'être déclassé, de ne plus avoir d'argent, mais on peut changer ce rapport-là. Donc c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de penser ce rapport-là, et de voir comment, à travers des pratiques qui seraient plutôt individualistes, hein, au sens de l'anarchisme individualiste, c'est un courant que j'aime bien en fait, du coup, auquel, je ne sais pas si Duchamp s'y ramène, mais il y a un côté un peu comme ça, mais bref, il n'y a pas que lui, bon, il y a Stirner, machin, et d'autres gens, bon, et en fait c'est ça parce que, je parle de ça parce qu'en fait, je vois qu'il y a pas mal de choses qui se font au niveau un peu communiste, il y a un mouvement qui s'organise au niveau un peu à gauche, hein, je veux dire, à la fois sur le net, et puis aussi dans les structures aussi, voilà, il y a France Insoumise bien sûr, mais il y a aussi tout un courant plein de gens qui vont parler de Marx sur internet, etc. Et je trouve je connais pas beaucoup de choses qui se font dans l'anarchisme en tant que tel, ou dans l'autonomie, dans Guattari Deleuze, en fait, je trouve assez peu de gens, en tout cas dans le champ francophone, et de ma génération, je trouve assez peu de gens qui en parlent. Donc pour moi, c'est pour ça que ça m'intéresse de pouvoir un petit peu développer cette partie-là, de voir comment ça peut se confronter avec une logique un peu plus marxiste, comment ça peut faire... Voilà, j'aimerais bien pouvoir avoir un espace là-dessus, parce que j'ai l'impression qu'il y a un espace public qui se constitue, et ça m'intéresse de voir comment on peut travailler ça. Au-delà, quelque part, de possibles échanges qui pourraient se faire sur Twitch ou quoi, pour moi, c'est aussi voir comment l'espace de Twitch, au-delà de ça, et l'espace de YouTube, peut être utilisé comme un espace autonome aussi, comme un espace de médium, et là, il s'agit plus de penser à la question de l'avant-garde. Alors ça, c'est un peu autre chose aussi, c'est que on peut utiliser le Twitch comme un espace, quelque part, d'exposition, de parole, d'espace public, donc je fais un petit peu ici pour diffuser aussi un travail aussi que je peux faire aussi. Mais aussi la question c'est de voir, mais c'est un peu dans un second temps éventuellement, ou enfin en tout cas dans un truc un petit peu décalé, peut-être qu'on peut séparer un peu les choses, c'est de voir comment l'espace du stream, et là ça renvoie plutôt à une histoire des avant-gardes, peut-être plus à Greenberg, mais on peut aussi penser, enfin Greenberg ou Rauschenberg, on s'en fout, mais c'est comment quelque part l'espace de l'image vidéo peut être utilisé comme un espace artistique. Et il s'agit ici de destituer l'image, hein, de ne pas utiliser l'espace de Twitch comme un espace uniquement de jeux vidéo ou un espace uniquement de paroles, comme ça. Il y a déjà beaucoup de gens, d'artistes qui diffusent leur travail, qui se filment en train de peindre, en train de programmer, etc. Donc c'est déjà super bon. Mais il est possible que le live, que la webcam, que cet espace-là puisse développer un mode d'expression propre qui n'a pas encore été exploré, de la même manière que, c'est pour prendre un exemple, lorsque, bon, parce que je fais ça, parce que je suis en train de faire ça en ce moment, je fais des cours d'électroacoustique, j'apprends l'électroacoustique, et c'est ce qui s'est passé pour l'électroacoustique, ça a été de se dire, dès le moment où on a des micros, où on peut enregistrer la musique, est-ce qu'on est juste censé enregistrer la musique telle qu'elle est censée être, donc de manière traditionnelle, ou est-ce qu'il n'y a pas quelque part une autre musique qui peut s'inventer à partir des outils d'instruments? C'est-à-dire que finalement le micro pourrait être un instrument musical presque. L'enregistrement sur une bande et le traitement, le montage d'une bande sonore peut être un instrument musical. Donc quel usage artistique on peut faire de techniques qui sont à la base des techniques de reproduction. Et là c'est pareil pour moi, c'est de se dire des techniques de reproduction qui sont ici, ou de diffusion, mais ça vient un peu au même, de reproduction instantanée presque, qui sont le live, qui sont YouTube, qui sont l'informatique aussi, c'est des techniques de reproduction. De quelle manière on peut en faire un usage artistique, esthétique,
qui peut en déployer des possibles et des nouveaux usages, et qui permettrait peut-être d'en défaire les potentiels un petit peu réducteurs et le cadenasser, quoi. Donc en fait, il s'agirait et là, ça rejoint un petit peu, donc pour le coup, un peu Stigler, mais aussi un peu Agamben, de destitution, de défaire l'usage, etc. Mais en fait, il ne s'agit pas forcément de tout reprogrammer, en fait. Peut-être quelque part qu'on peut simplement utiliser ce qui est déjà là, en fait. Voilà. Il ne s'agit pas forcément d'être... En fait, la question, c'est on peut faire un détournement sans passer par l'autogestion. En fait, c'est ça la question pour moi. Il ne s'agit pas forcément quelque part de posséder soi-même les outils de production de Twitch ou de YouTube. Il y a déjà des choses à inventer, en fait. Et c'est peut-être que ça existe déjà, hein. Je pense qu'il y a déjà plein de gens qui font ça. Je sais pas, moi je les connais pas. Bon, mais en tout cas, voilà, il y a un truc à structurer là-dessus. Il y a un enjeu important aussi qui est la question de l'attention. Bon, je vais faire un peu une liste des choses, mais c'est bon, on y va. La question de l'attention. Est-ce que ça compte? Est-ce que j'ai encore du son? Je vais vérifier si j'ai du son dans ce que je dis à chaque fois. Là, je vais voir si j'ai encore du son. Dans ce que je dis à chaque fois, là, je vais voir si j'ai encore du son. Ok, c'est bon. Donc, il y a la question de l'attention aussi. L'attention qui serait du coup finalement, la valeur économique aujourd'hui, elle est beaucoup produite au niveau des données qu'on produit, des données sur le net, mais aussi de l'attention, l'attention qui est la nouvelle économie. Alors, je renvoie bien sûr au livre d'Yves Citon que j'avais beaucoup aimé, qui était L'écologie de l'attention. Et plus généralement, à un chapitre, je ne sais plus lequel, où il parle je ne sais plus les noms que c'était, je les avais écrits dans des écrits que j'avais fait là-dessus sur je me sens assez sérieux quand je parle, hein. J'ai l'impression que je fais vraiment une sorte de conférence, c'est pas mal, c'est bien aussi, c'est bien. Dans l'attention qui est en fait une sorte de monnaie fondamentale, quoi. Qu'en fait, il y a l'argent qui agit comme une monnaie un petit peu, on va dire une monnaie un peu d'État, quoi, du coup. Mais l'attention pourrait être une sorte de monnaie plus fondamentale, une monnaie première, une monnaie anthropologique. Et j'ai presque l'impression qu'elle est presque liée même au temps, hein, parce que l'attention, quand on fait attention, c'est du temps qu'on monnaie. On fait attention à quelque chose, mais on donne du temps à quelqu'un, à quelque chose, etc. Donc c'est pas l'attention considérée comme un manque, comme une attention où on va essayer de s'accaparer le temps de cerveau disponible, c'est pas ça, mais c'est quelque part notre temps de cerveau disponible même qu'on prête en permanence. Là, je fais attention à ce que je dis, à un discours, à une parole, mais aussi à la webcam, au dispositif de Twitch, etc. Je porte attention quand il y a marqué Twitch quelque part aussi. Donc Twitch capture mon attention ne serait-ce que dans la marque qu'il pose, du coup, mais en même temps, cette attention, elle est quand même finalement assez minime par rapport à toute l'attention qu'il y a autour, qui est que il y a tout le dispositif qui m'offre, etc. Et c'est comme si finalement Twitch, ce qu'il faisait Twitch, c'est que quand il apparaît dans la barre d'adresse, eh bien, il y a son nom qui apparaît. Et donc, on fait attention à cette marque-là. Mais finalement, cette attention, elle est peut-être un peu minimale, finalement. Elle est peut-être minimale par rapport à tout ce que ça se produit, comme attention aussi à côté. Donc, il s'agit de penser quelque part l'attention comme une espèce de système de production, quelque part, comme une espèce de micro-production, si on veut, hein, qui sont un ensemble de gestes, qui agissent comme une forme de système algorithmique extrêmement rapide et précis qui se font au niveau de la pensée elle-même, et que l'attention, on pourrait dire, c'est même le processus même de la pensée, presque. Enfin, ça semble être lié à un truc qui est presque de la pensée, qui est presque au niveau des formes, au sens quasiment platonicien, au sens presque de... C'est comme s'il y avait là-dedans une espèce de gestion collective des attentions, un petit peu, mais que cette attention constitue une notion fondamentale qu'on n'arrive pas encore à bien déterminer, mais qui semble être assez profonde. Et donc là-dedans, si on pense quelque part à se dire comment on fait pour autogérer son attention, ou pour mettre en place des dispositifs pour prendre soin de son attention, quelque part, peut-être que cette attention, elle est fondamentale, elle est peut-être quelque part... Enfin, moi j'ai l'impression par exemple que quand je médite, je fais attention à mon attention, je fais attention à comment je pense, je fais attention à... je suis quelque part en maîtrise de moi-même, parce que les petites émotions qui n'ont pas été réglées, les petits problèmes, etc., qui reviennent, ça revient à la conscience, et au moment où ça revient à la conscience, ça peut être retravaillé pour ensuite être lavé. C'est une sorte de ménage. C'est une manière un petit peu de prendre soin, de faire le ménage, et hop, c'est bon, les choses se recalibrent un petit peu. Et ensuite, c'est bon, je peux être tranquille. Et donc du coup, c'est comme si la méditation était une manière quelque part de prendre soin de son attention, et c'est comme une technologie très ancienne, mais qui est aussi prisée à la fois par la philosophie asiatique, Lao Tzu par exemple, mais aussi par des philosophes grecs aussi. Donc c'est pas
c'est pas forcément uniquement un truc, je sais pas moi, qui serait oriental en fait. C'est aussi inscrit aussi dans la pensée occidentale, littéralement quoi. Et en même temps, dans la pensée occidentale, c'est vrai qu'il y a, si je vois un petit peu Bernard Stiegler ou quoi, il y a un truc, il y a une sorte de structure qui se met en place. C'est comme s'il y a une sorte d'état, en fait, d'état, ou c'est comme il semble dire, en tout cas dans ses cours, si je comprends bien, il y a un état, il y a une structure, il y a une sorte d'industrie, il y a une espèce de mise en commun, en fait, de monothéisme, après, presque un petit peu moi, ça me semble une sorte d'espace commun qui permet de mettre en commun les pensées et les idées, et voilà. Mais en même temps, c'est depuis la méditation que c'est rendu possible cette chose-là aussi. Et en fait, j'ai l'impression que du coup, l'informatique, c'est ça. L'informatique, c'est l'espace où justement, toutes ces pensées qui ont été mises en commun, il y a un livre là-dessus de Marcus Gabriel, ça s'appelle L'informatique céleste, quelque part, constitue la philosophie, constitue un fond, mais l'aboutissement, pour l'instant, c'est l'informatique. En fait, qui en est quelque part une manière de concrétiser, de concrétiser cette histoire, de la rendre effective et de mettre en fait une plateforme commune, quoi. Du coup, l'informatique, le bit, le 0 et le 1, le protocole TCP/IP, etc., constituent un ensemble de règles et de normes qui constituent quelque part un monde de pensée, une sorte de bibliothèque, quelque part, qui est un socle très important, du coup. Voilà, bon. Mais en même temps, il y a des manques, quoi. Il y a des manques parce que, visiblement, il y a des choses qui résistent à ça. La grève générale, les différents systèmes d'oppression et des résistances au système d'oppression semblent être une résistance, j'ai l'impression, à ce système-là. Donc du coup, j'ai l'impression que la question politique peut se penser comme telle aussi, comme étant une résistance à l'Occident, on pourrait dire, une résistance en tout cas à une certaine production historique d'un espace de pensée, et que les outils que je cite ici, qui sont la méditation, des pratiques sur la libido aussi, parce que la question de la libido, elle semble très importante aussi dans la question de la régulation des systèmes, régulation ou en tout cas manipulation des systèmes de production, du désir, des affects, etc. Je pense aussi à des techniques d'état modifié de conscience, à des formes de chamanisme, etc. Et qu'en fait, ce qu'il s'agit de comprendre, c'est presque de se dire que l'informatique, c'est un système religieux. En fait, c'est un système religieux qui s'est sécularisé. C'est un mode d'organisation sociale, c'est une forme d'état. C'est un état psychique, c'est un psychopouvoir, c'est une manière d'organiser la psyché à un niveau collectif pour industrialiser cet espace-là. Mais que cette industrie, quelque part, elle produit à la fois une forme d'efficacité, elle produit beaucoup de choses, mais elle produit aussi des formes d'oppression, quoi. C'est un petit peu une sorte d'usine du cerveau, si on veut. Voilà. Donc, l'usine a comme automatisé les gestes, a permis une automatisation, l'accès à un espace de consommation, à plein de choses comme ça, c'est très bien d'un côté, mais en même temps ça a aussi détruit plein de gens, des corps, voilà. Bon. Et c'est pareil pour la question informatique, c'est que à la fois ça peut produire beaucoup de choses en termes de nouveaux systèmes de pensée, etc. Et en même temps ça standardise aussi les subjectivités, ça peut créer beaucoup de souffrance, et donc il s'agit qu'à part de défaire et de repenser la question du mouvement ouvrier sur ce terrain-là, quoi. Nous sommes des ouvriers de la tête, quoi. Des ouvriers pour l'État. Donc il s'agit de penser presque une sorte de syndicat, si on veut, une sorte de syndication cognitive, mais au-delà même de la question du syndicat, de penser presque la possibilité d'un communisme qui ne serait pas forcément pensé dans une forme de syndicalisme de lutte, de jouer une classe contre une autre, mais de penser l'abolition de la classe, de penser la possibilité de l'abolition de la classe, ou quelque chose qui serait un peu comme ça, de repenser la question du communisme et de l'émancipation sous l'informatique. L'informatique ou les smartphones. Voilà, bon. Et peut-être aussi, on peut penser aussi, et les nouvelles technologies, comme aussi, on peut penser, je sais pas, blockchain, les IA, etc., qui, de la même manière, sont des technologies qui peuvent être, comme toute technologie, retourner contre les gens qui soi-disant les possèdent, etc. C'est comment faire un usage, bon, voilà. Donc, évidemment, il y a la question de l'open source qui se pose, etc. Voilà. En fait, l'idée, c'est de penser que la technologie, elle est d'emblée politique. Elle est d'emblée politique, elle est même d'emblée quelque part théologique, presque. Elle constitue un espace d'organisation, et que la forme, c'est pas la technique elle-même qui est politique, mais c'est sa forme. C'est la forme de l'organisation technique est une forme d'organisation sociale. Et en fait, quelque part, la technique, la technique est une forme religieuse, mais de la même manière qu'on pourrait dire que la religion est une forme technique. C'est une technologie. La religion est une technologie d'organisation du monde, d'organisation de l'esprit,
d'organiser les hommes entre eux dans leur espace politique. Ça instaure des lois. On va dire, voilà, tu ne tueras point, tu ne mangeras pas ton voisin, etc. L'interdit de l'inceste, etc. Bon, il y a comme des sortes de lois qui organisent un récit anthropologique, mais ce récit anthropologique, elle semble être structuré, quelque part, technologiquement, en fait. Là, je reprends un peu la thèse de Carlos Tinoco là-dessus, sur le sujet. Que, en fait, le récit anthropologique, donc c'est ce qui donne du sens, c'est ce qui fait que les choses sont animées d'une vie. On pourrait le voir comme une forme d'algorithme, un petit peu, c'est une sorte d'algorithme qu'on a en nous, ce récit anthropologique, on pourrait le penser comme tel. Moi, je le vois un peu comme un algorithme, ça me semble plus précis que le terme d'un récit. Ça veut dire un ensemble de programmes, quelque part, qui fait qu'on évolue dans un... Mais un algorithme, c'est un écrit, c'est un récit aussi, c'est quelque chose qui... Bon, voilà. Donc voilà, on peut dire les mythes sont des sortes d'algorithmes, les mythes sont des objets spécifiques qui correspondent à quelque chose qui pourrait être décrit dans l'informatique, si on veut. Il y a souvent l'idée que voilà, l'informatique est réducteur. On dit ça souvent que... je ne sais pas si c'est souvent, mais j'ai l'impression que les philosophes... je ne sais pas ce que ça veut dire les philosophes, mais il y a une forme de résistance. On dit oui, mais l'humain n'est pas comme une machine, l'humain n'est pas comme un ordinateur, ça fonctionne différemment, etc. Oui, d'accord, oui, je suis d'accord avec ça. Bon. N'empêche que l'humain n'est pas non plus comme un livre, en fait. Et en fait, l'informatique m'apparaît un paradigme qui est quand même, pour l'instant, très ouvert, très large, qui mêle à la fois les mathématiques, le langage, la perception, etc. Beaucoup de choses, qui fait que c'est quand même un outil très intéressant pour ça. Bon. Donc, c'est un outil comme un autre, quoi, du coup. Donc, parler de récit, c'est pas plus intéressant que parler d'algorithme, en fait, du coup. Donc, voilà, il faut bien utiliser un terme. Donc, bon. Mais évidemment, il y a un truc qui doit résister à l'algorithme aussi. Bon. On peut supposer, mais peut-être pas. Bon, on sait pas en tout cas. Bon, mais l'idée du coup, voilà, c'est de se dire bon, puisqu'il y a quelque part un algorithme, la question c'est peut-être de repenser. Je sais pas si c'est repenser un existentialisme, mais c'est penser quelque part une nouvelle forme d'autonomie à l'échelle individuelle. Quand je dis individuelle, c'est pas forcément dans un but pour dire nous sommes des individus autonomes, indépendants, mais c'est plutôt quelque part que c'est plus efficace. Je trouve que c'est plus rapide et pour moi c'est plus efficace de se dire à l'échelle individuelle, voire même à l'échelle individuelle, la individualité au sens des fragments qui sont interindividuels, ou plutôt c'est-à-dire dans même les fragments qui nous composent, de repenser quelque part une organisation entre les fragments qui nous composent et qui nous composent avec les autres, de penser une forme on pourrait dire une organologie aussi, c'est un terme aussi qui fonctionne bien, quoi, du coup. Ça veut dire quelque part une sorte de système machinique qui fait que les choses sont bien branchées comme ça fonctionne, et que ça crée un tout qui soit un peu plus cohérent, et qui permette, si on le souhaite, l'objectif éthique là-dedans, c'est de lier, pour moi, ce qu'on pense avec ce qu'on ressent et avec ce qu'on fait. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être une possibilité parce qu'Agamben en parle comme ça, comme étant quelque chose qui pourrait être désirable, quoi. Voilà. Et c'est ce que j'appelle du coup la sincérité, et c'est ce que j'ai fait. Moi j'ai fait vœu de sincérité, c'est peut-être le seul que j'ai fait, c'est ça. Donc voilà. Il s'agit ici de penser une sorte de sincérité. Et pour moi de m'éloigner aussi quelque part d'une angoisse plus générale qui pose la question qui est posée par rapport au fascisme, qui est posée par rapport au néolibéralisme. En fait, il y a un ensemble de dangers qui sont posés par les auteurs que j'ai précités, et j'ai envie de m'en éloigner, quoi. J'ai envie de m'en éloigner. Donc pour moi quelque part, il s'agit là-dedans de combattre l'angoisse, de combattre un petit peu l'angoisse du fascisme, l'angoisse quelque part de la domination, un petit peu, en essayant de construire son inverse, qui serait une réappropriation, quelque part, des outils, des techniques, pour avoir une sorte de puissance, quoi. Voilà. Pas forcément une puissance contre le fascisme, mais plutôt une sorte de puissance affirmative, quoi, pour dire, ok, on va plus loin, on y va, on se protège, etc. On est capable à la fois de se défendre contre les forces réactionnaires, mais plus que de se défendre, on est capable de les sublimer et de les amener autre part. Donc il s'agit pour moi quelque part à travers cette intervention là que je fais maintenant et que je pense que je vais arrêter parce que c'est bon, ça fait une petite demi-heure là, ça fait 3 quarts d'heure que je parle, comment résumer ça du coup, de sublimer, je parle pas mal de psychanalyse en ce moment mais c'est vrai que c'est intéressant, de sublimer la technique, on pourrait dire, de sublimer quelque part le pharmacone, au sens un peu du coup de Bernard Stiegler, de sublimer quelque part la force réactionnaire de la technique. De penser et de travailler ce rapport-là qui est de comment des forces réactionnaires, ou supposées comme telles, peuvent être traduites, remplacées par des forces subversives. Par des forces subversives, par des forces progressives, quoi, du coup. Peut-être que c'est un peu nietzschéen aussi comme paradigme, je sais pas, bon voilà. En tout cas, cette chose-là, ça veut dire quelque part on pourrait dire de repenser le progrès, on pourrait dire. Ce que j'essaie de faire, c'est de retrouver
du sens dans le progrès. La notion de progrès, elle a été pour moi un peu confisquée beaucoup par la droite. La droite parle du progrès comme étant finalement l'accumulation de marchandises, l'accumulation de PIB, donc d'une mesure assez arbitraire, mine de rien quand même, de la circulation des flux économiques. Mais c'est pas forcément, voilà, c'est leur définition du progrès en fait. Voilà, c'est-à-dire c'est un progrès qui est technologique, un progrès qui est supposé monétaire, mais en fait peut-être que le progrès monétaire il n'est pas du tout, voilà. Par exemple au sens du PIB, en fait le progrès du PIB il est toujours la critique que faisait, je crois que c'est André Gorz mais je suis pas sûr. Bah en fait, si par exemple deux voitures font un accident, ça augmente le PIB parce que faudrait que je vérifie ce truc là parce que je sais pas trop bien comment ça se pense un peu, mais parce que ça fait marcher les assurances, ça fait qu'il faut qu'on reproduise de la voiture, donc du coup quelque part l'obsolescence programmée par exemple c'est bon pour le PIB parce que ça augmente les flux de circulation, mais en fait c'est ridicule parce que si un objet marche c'est tant mieux, donc du coup ça veut dire quelque part que tout est jetable. Et il y a une sorte de logique quelque part du jetable, alors qu'en fait, bon bah peut-être que c'est pas très pertinent quoi. C'est ce que mesure le PIB, c'est le mouvement de l'économie. Mais en fait, l'économie, peut-être que parfois, c'est intéressant que parfois certains espaces économiques soient immobiles, comme par exemple une maison, comme une voiture. Enfin, faut pas que la voiture soit immobile, mais il faut que la voiture soit en bon état, donc il faut pas quelque part qu'elle soit changée tous les ans. Peut-être que c'est bien que des choses soient un peu immobiles et que ça change pas tout le temps. Et que par exemple il y a d'autres choses que ça change plus souvent, peut-être quelque part que bah oui, peut-être que des choses peuvent peut-être qu'il y a des choses qui ont besoin de circuler souvent et d'autres choses non. Donc quelque part avoir une mesure comme ça, un différencié du mouvement, ça fonctionne peut-être pas du tout. Donc voilà, il s'agit de repenser l'espace économique là-dessus. Mais c'est pareil pour le reste, bon pour l'État, pour tout ça. Bon, j'ai l'impression qu'on a besoin de repenser ces espaces-là et de repenser ces critères de mesure. C'est ce qui est posé donc du coup par la décroissance en partie quoi du coup. Mais voilà, donc c'est pareil. Et en fait je me dis bon bah ça n'empêche pas qu'il y a peut-être une question de progrès. Ça veut dire que le progrès peut quand même être là quelque part. Notamment, il y a un progrès presque spinoziste. Finalement, si quelque part il y a une forme d'économie des affects, eh bien, on peut se dire, voilà, peut-être quelque part que le progrès, c'est favoriser la joie et réduire la douleur. Bon, bah, si c'est ça, moi je trouve ça va. Hein, c'est pas mal comme thérapeutique, comme espace progressiste, de se dire, le progrès humain, c'est quand, en effet, il y a plus de joie, plus de désir et moins d'angoisse. Bon, même si l'angoisse est peut-être nécessaire aussi, c'est important, peut-être qu'il faut le faire aussi. Bon, voilà. Mais il s'agit de repenser un peu tout ça. Donc j'ai l'impression qu'en fait, ce qui m'intéresse là-dedans pour moi, c'est de repenser quelque part une forme d'économie fondamentale, de penser l'économie, le mouvement de la vie elle-même, en fait, hein, qui serait le mouvement de l'affect, si on veut. Mais ce mouvement de la vie serait toujours quelque part pris et capturé, peut-être qu'il faut que je le fasse le concept de capture, mais pris et capturé dans les machines. Donc dans les machines, dans la technologie. Et donc la technique est une manière de penser cette économie, de penser quelque part le mode de production de ces affects-là. Voilà. Bon voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour, un petit peu. Comment je peux résumer en quelques mots ? En quelques mots, ce que j'essaie de faire, c'est de trouver de la puissance. Voilà, je pourrais dire que ce que je travaille, c'est la puissance, aujourd'hui, en tant qu'artiste. Et c'est de voir comment retrouver, du coup, une puissance à travers la littérature liée à la puissance. Alors, je pense que c'est beaucoup lié à Nietzsche, mais je ne suis pas très calé sur Nietzsche, donc je ne peux pas trop en parler. La puissance, Agamben en parle, même s'il en parle de manière négative. Hein, il parle de la puissance de ne pas. Et puis, il y a la puissance, pour moi, dans l'émancipation, plus générale, et donc... l'émancipation, travailler chez Jacques Rancière, travailler dans le mouvement ouvrier à travers des pratiques de grève, travailler dans le féminisme à travers la réappropriation de son corps, de son genre, etc. Voilà. À travers une analyse des systèmes de domination, etc. Voilà, en gros pour moi c'est ça le domaine dans lequel je me place quoi, du coup. Donc il s'agit un petit peu d'aller explorer ces champs-là, de peut-être faire une sorte presque de schizoanalyse si on veut aussi, de tracer une carte aussi pour moi, c'est dans le sens d'avoir quelque part un nouveau terrain de jeu, un nouveau terrain d'exploration, et un petit peu de jouer un peu sur deux terrains. D'un côté, un terrain qui consisterait à se protéger des espaces un petit peu d'agression, d'aliénation, le travail, la capture de l'attention par les GAFAM, toutes les modes de capture, plus ou moins, les modes de capture, même si ces modes de capture peuvent être aussi
investis s'ils sont consentis. Si on sait ce qu'on y fait, ça peut aussi être intéressant. Et de l'autre, du coup, déployer une puissance, ça veut dire par mettre en place des outils pour déployer une forme d'autonomie, si on veut, quoi. Ce sera un petit peu ça, quoi, le principe, du coup. Voilà. Et avoir une puissance là-dedans, pour moi, il s'agit... Et peut-être c'est vrai que s'il apparaît comme on pourrait dire, où est l'ennemi là-dedans, hein. L'ennemi, c'est peut-être en effet ce qui est décrit un peu par Stigler, quoi, c'est finalement il y a en effet une espèce de hold-up dans l'économie, quoi. Ça, c'est clair, quoi. L'économie, telle qu'elle est posée par les néolibéraux, par l'ordolibéralisme, semble quelque part induire une espèce d'assignation. Hein, il y a une forme de... On ne maîtrise pas l'économie, encore quelque part, bon, je sais pas, moi, il y a quelque chose qui est antidémocratique, en fait. Enfin, en fait, on pourrait dire ça, ce qu'on cherche, c'est quoi? C'est la démocratie. Moi, c'est le problème que j'ai, en fait, depuis longtemps, c'est qu'en fait, je me dis, on n'est pas en démocratie, quoi. On n'est pas en démocratie parce que... c'est ça, ma problème, c'est qu'on nous dit on est en démocratie parce qu'on peut voter. Bon, on voit ce que ça fait que le vote, hein, c'est pas très efficace. Et puis, on voit aussi que le pouvoir économique semble être bien plus puissant que le pouvoir politique. À voir, hein, peut-être pas, mais bon. Que le pouvoir technologique, il est très puissant. Et il a un impact énorme sur la subjectivité que n'a pas le pouvoir politique non plus. Et que si le pouvoir politique l'avait, ce serait une dictature terrible. Donc en fait, il y a quelque chose qui, quelque part, fait que on est comme dépossédé. Demos Kratos, c'est le peuple. Demos, c'est le peuple. Et on pourrait dire... alors, le peuple, il y a le peuple dans son unité, puis il y a le peuple comme ce qui est dominé aussi. Le peuple, c'est ce qui est dominé. Et dans l'usage qui est fait aussi donc du coup l'interview d'hier, peut-être leur nommer, je vais dire ce que c'est là parce que sinon ça va être un peu... c'est Ludivine Bantigny. Ah non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. C'est quoi alors du coup? Voilà. Avec Patrice Mani-Glier, sœur pour une psychanalyse féministe. Et elle s'appelle Sylvia Lippi. Voilà. La sororité est d'un point de vue psychanalytique comme modalité du lien social. Et en fait, ça, c'est la sororité serait quelque part l'alliance entre les dominés. Donc on va dire que, comme je pourrais essayer de le dire un petit peu, c'est que dans l'individualité qu'il y a une sorte de conflit entre les individualités comme fraternelles, qui serait une sorte, c'est comme ça qu'ils le décrivent un peu, si j'ai bien compris dans l'interview, qui serait quelque part comme une espèce de lien, de lien social qui se constituerait dans la culpabilité d'une agression partagée. Et de l'autre, il y aurait la sororité qui serait un lien dans la résistance, presque un petit peu. Et donc là, il s'agirait pas de défaire ce truc-là, dans une logique presque un petit peu queer, quoi, de faire jouer le lien de la sororité contre le lien de la fraternité, et de penser, en fait, quelque part, on pourrait dire, ce que je pourrais essayer de faire, hein, c'est de faire une sorte de révolution, si on veut, hein, de penser la révolution, et une révolution qui ne serait parce que moi, on m'a appris à l'école, liberté, égalité, fraternité. Et ce que je pourrais dire, c'est, moi, je peux faire liberté, égalité, sororité. Ou alors, on pourrait dire adelphité. Adelphité qui suppose, quelque part, pas un entre-deux, mais presque une espèce de se dire, on fait la paix, quoi. On trouve une solution qui fait que, voilà, c'est pas juste les dominés contre les dominants, mais que les dominants aussi, d'une certaine manière, souffrent, et donc on peut quand même essayer de trouver une manière de trouver une réconciliation, quoi. Voilà, il y a un côté comme ça. Donc moi, ça, j'aime bien ça. Et peut-être que ce truc-là, peut-être que cette idée d'une adelphité retrouve quelque part dans la question du féminisme, il y a la possibilité d'une... Peut-être qu'adelphité ne fonctionne pas non plus. Peut-être qu'il n'est pas très précis, je trouve comme ça. Peut-être qu'il faudrait un autre terme, peut-être qu'il faudrait un non-terme.
Donc voilà, c'est un petit peu ça. Bon. Voilà, je vais arrêter là un petit peu. Après, il y a d'autres choses. En fait, ce qu'il s'agit pour moi, quelque part, c'est de réinvestir un ensemble de figures d'avant-garde, de figures radicales, de pensées radicales. Enfin, je ne sais pas si on dit pensée radicale ou en tout cas de retrouver une radicalité en tout cas sur un plan politique, sur un plan intellectuel, de critique radicale, sur le plan des pratiques, sur le plan artistique, sur le plan esthétique. Le but c'est pas d'être comme toujours dans une image de radicalité ou dans une image pas, extrémiste ou quoi, et c'est pas ça. Il s'agit de se dire il y en a marre. Il y en a marre et il faut être un peu sérieux, quoi. Voilà, faut être un peu sérieux face notamment aux grands enjeux que sont l'écologie, les systèmes de domination, MeToo, etc. Voilà, la violence, quoi. En fait, la violence, quoi. Et donc voilà, et presque le voir peut-être comme peut-être une sorte de sortie vers un espace un peu religieux. Il s'agit pour moi aussi de penser ça comme un espace artistique. Ça veut dire que moi je me dis je suis un artiste et je construis mon propre monde, et le monde que je veux construire c'est un monde utopique. Voilà. Donc moi je veux construire mon propre monde utopique. Il ne s'agit pas d'imposer cette utopie au niveau mondial, chacun fait ce qu'il veut, mais je veux quelque part faire mon utopie à l'échelle individuelle. Individuellement, je veux avoir le droit, en tant qu'individu, de construire mon utopie, et cette utopie-là, c'est ce que j'appelle l'art, du coup, voilà. C'est l'art, la poésie, c'est la poésie comme utopie, au sens un peu de Filiou, quoi. C'est un petit peu ça. Et et comment, du coup, aujourd'hui, on pourrait faire ça, et cette utopie pourrait peut-être être une manière, pour plein de gens qui souffrent, et avec qui je me sens proche, qui ont un malaise, un mal-être face à une sorte d'état violent du monde, eh bien trouver une forme de sublimation. Je pense que c'est ça, c'est-à-dire que la souffrance qu'on peut avoir face à l'écologie, à l'ennui du monde, à une souffrance dans les relations sociales, amoureuses, sexuelles, dans l'agression, dans plein de choses qui s'effondrent comme ça, qui semblent être quelque chose qui semble être plutôt systémique et pas du tout transhistorique, eh bien il y aura peut-être la possibilité de pouvoir trouver un espace, une échappée, une utopie qui loin d'être une fuite, serait peut-être la solution, serait une solution possible, comme espace un peu presque de guérison d'un monde malade, quoi. C'est un peu ça. Donc voilà, ce qu'on peut dire ici, ce que je cherche à faire, c'est quoi? C'est une thérapeutique en fait. C'est penser une thérapeutique, mais une thérapeutique qui ne passe pas par les structures classiques de la médecine occidentale, pourquoi pas, mais bon, mais plutôt qui soit une thérapeutique qui fonctionne à travers les outils liés à la poésie, à l'art, au langage, quoi, qui sont les espaces que j'ai traversés jusque-là aussi, quoi. Enfin, donc il s'agit de lier quelque part esthétique et politique dans une direction utopique. Bon. Voilà. Et de manière pas naïve. Mais quand je dis utopique, c'est pas forcément une fiction, hein. Ça peut être aussi quelque part des choses de très réel. Ça peut être une utopie réelle. Même hyper réelle. Ça peut être une utopie qui se... Il y a cette idée que j'aime bien, que c'est nous qui sommes dans l'utopie. Nous sommes déjà dans le capitalisme. Le capitalisme est une utopie qui a été réalisée, et il s'agit de sortir de cette utopie. Et ça, c'est un peu peut-être le mouvement gnostique, quoi, qui serait là, que en fait, il s'agit presque de retrouver les capacités qu'on a perdues, quoi, de se rappeler que en fait tout ça n'est qu'un jeu, se rappeler que nous sommes dans une fiction, dans un spectacle, bien sûr, et que on peut, quand on le souhaite, on peut en sortir, quoi. Donc l'utopie, c'est ça, quoi. Il s'agirait presque d'inverser l'utopie, on pourrait dire. De se dire que l'utopie, c'est pas nous, quoi. L'utopie, c'est un ensemble de gens qui prennent leurs rêves pour des réalités, mais nous, on est enfermés avec eux dans leurs rêves. Et pour nous, c'est un cauchemar, mais on peut se réveiller de ce cauchemar. Voilà, donc, inverser l'utopie. Je vais arrêter là-dessus, ça fait un petit moment que je parle, ça fait 1 heure. En gros, hein, ça fait 1 heure. Et je vais aller manger, et je vais mettre ça en ligne, normalement, si ça marche.
Voilà, des bisous. Hop.